podcast Out of Phase. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Talkback, le premier podcast qui fait parler les professionnels du son. Aujourd'hui, pour cet épisode 4, je reçois Xavier Burnier, aka Trif. Professionnel dans les milieux du métal extrême, il a pu travailler aux quatre coins du monde et au cœur des plus gros festivals d'Europe. On se retrouve à la fin de l'épisode afin que je puisse vous annoncer quelques petites nouveautés à venir sur la chaîne. Bonne écoute. Bonjour Xavier. Salut. Dans le métier, on t'appelle Trif. Oui. Ok. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs ? Ok. Alors, donc Trif, on va dire je suis technicien son, c'est assez large du terme. D'accord. Ça fait à peu près une douzaine d'années maintenant que je fais ça. Ok. Et je divise mon travail en trois grosses catégories. La première étant la tournée, ce que je préfère, donc le mixage et un peu de tour managing, même un peu de merch, un peu tout ce qui tourne autour de la tournée. Ok. La deuxième, c'est technicien son ou assistant son dans tout ce qui est boîte d'événementiel ou ce qu'on appelle les PA companies en anglais, les boîtes qui font de la location de matériel pour monter des diffusions sonores. Et le troisième partie, c'est plutôt dans le milieu associatif et local de la scène où j'habite, donc dans le 06. Ok. Travailler soit avec des festivals du coin, soit avec des salles du coin, soit des groupes locaux. Super, ok. Alors, la première question de ce podcast, c'est celle qui revient le plus souvent. À quel âge tu as commencé à penser au métier du son ? Alors, à quel âge ? Ça devait être mes 17 ans, je pense, à peu près. C'est quand je suis arrivé au lycée, vraiment. Ça a été le déclic. J'étais en classe électronique parce que je voulais bosser dans les voitures à l'époque. Et je faisais déjà de la musique en tant que pratiquant amateur depuis très longtemps. D'accord. Et je suis tombé sur pas mal de zikos, notamment les groupes de ska punk comme Muscadet à l'époque, c'était des groupes locaux. C'est ça qui m'a donné envie en fait de vivre de la musique. Et un peu plus tard, après le lycée, je me suis orienté vers des études dans le son. Donc il n'y avait pas grand chose à l'époque sur la Côte d'Azur, j'étais information et communication option audiovisuelle. Ok. Et c'est là que j'entends encore plus de gens pour entrer vraiment dans le milieu de la sonorisation. Ok, donc toi tu viens de la Côte d'Azur, c'est ça ? Oui. Dans les Alpes-Maritimes ? Toujours. Ok. Alors je tiens à signaler quand même, faut quand même le dire, je viens moi aussi de la Côte d'Azur et j'ai rencontré Trif lors d'un concert, je pense certainement à l'Alterax, une salle de Nice. Ouais, il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances, hein. C'est là qu'on t'a vu à l'époque. Ok. Alors, est-ce que tu te souviens d'un événement, peut-être d'un concert ou d'un artiste qui t'a vraiment donné envie, ou peut-être même d'un sondier, qui t'a donné envie de partir sur les métiers du son ? Ou ça t'est venu comme ça, naturellement, au fur et à mesure du temps ? C'est à la base naturellement, avec l'émulsion qu'il y avait, comme je t'ai dit, au lycée, quoi, avec pas mal de groupes et de zikos sont entourés de ça. Et je crois que le gros déclic, ça a été un DVD d'une tournée de Metallica, en fait. Où je les voyais en tourbus avec leurs techniciens son, leurs rodis, ça m'a donné trop envie de faire ça, quoi. Non mais alors ça c'est hyper marrant parce que je pense que c'est la deuxième fois qu'on me dit ça, hein, vraiment, en parlant de ce DVD. Ouais, je crois que c'est le Cunning Stunts, il me semble que c'est celui-là. Mais c'est fou, ouais. C'est complètement fou. Ok. Il y a un peu un peu le backstage des tournées, tout ça. Je trouve ça absolument génial comme concept de vie. Est-ce que tu peux me parler de ta première tournée ? Est-ce que tu te souviens déjà de ta première tournée ? Première tournée, je pense que c'est en 2008 ou 2007 avec Svartkrown. Ok, Svartkrown, c'est ça ? Ouais, et Artefact, c'était les deux groupes locaux de métal extrême du coin. Bah oui, bien sûr. Svartkrown a continué depuis, Artefact ça a arrêté, mais et c'était une petite tournée de 10-12 dates en France. Tour de la France, voilà. Oui, comme on commence. Comme on commence, exactement. Oui, évidemment. Ok. Ok. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être m'expliquer un petit peu comment Svartkrown... est-ce que tu travailles toujours pour eux aujourd'hui ? Toujours. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça fait ? Parce que tu m'as dit que ça fait 12 ans que tu faisais du son ? Ouais. Donc ça fait 12 ans que tu travailles pour Svartkrown ? En fait, mes premières... Dans mes 10 premières expériences de sonorisateur live, oui, ça a été avec Svartkrown. Ça a vraiment été le début de ma carrière et c'est un groupe, en fait, c'est même plus que je bosse avec eux maintenant, je pense que je fais vraiment partie du projet. On a évolué ensemble, on a travaillé ensemble, on s'est construit ensemble. Donc
Il n'y a pas que la technique, il y a le côté artistique, Et oui. très amical évidemment. Oui. Voilà. On peut dire que tu fais partie du groupe Oui, c'est d'une certaine la façon. famille même. Ok. Évidemment, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres groupes avec lesquels tu as bossé pendant super longtemps ? Pas autant que ça, non. Non. J'ai un peu travaillé avec... je travaille avec Innover Climb, ce groupe de hardcore aussi d'Antibes, Nice. D'accord. Depuis... ça doit faire depuis 2013, je crois. Un groupe de hardcore, c'est ça ? Ouais, ok. Et Heart Attack aussi, donc il y a un groupe pareil d'Antibes, Nice. Et eux, ça fait pareil depuis 2015, je pense. Ça commence à faire un bout de temps pour ces groupes-là, au final. Mais voilà, il y a le... Ouais, mais c'est venu après en fait. Svartkrant, ça fait tellement longtemps que du coup, on va dire que pour Svartkrant, t'es vraiment un membre du groupe. Ouais. Pour les autres groupes, tu restes quand même leur sondier. Ouais, voilà. Ouais, ok, d'accord. Ok, super. J'aimerais quand même un petit peu te poser une question. C'est, est-ce que tu as déjà pensé à faire du studio, par exemple ? Alors oui, forcément. Tu l'attendais pas, celle-là, hein ? Forcément, j'ai pensé à faire du studio au début parce que ma première expérience dans le milieu du live était assez catastrophique. Ok. Je bossais pour une boîte que je nommerai pas en stage. Alors moi je demande toujours à ce qu'on ne nomme jamais dans deux boîtes. Une boîte du coin et qui m'a un peu dégoûté du milieu en très peu de temps. Et je me suis dit que je voulais pas faire ce boulot de con et qu'en studio c'était beaucoup mieux. Et au final, une fois que j'ai commencé à faire ça, je sais pas, en fait ce boulot de con il me plaît tellement que voilà, je préfère largement faire ça qu'être en studio. C'est une question de goût, ça c'est vraiment... Ouais, ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais me citer ton meilleur souvenir de travail ? Vraiment le moment où tu t'es senti accompli ou un moment qui t'a touché, hein, pas forcément un festival avec 200 000 personnes, mais peut-être un moment qui t'a plus tenu à cœur. Il y en a plusieurs, je pense. Vas-y, dis-moi. C'est comme tout dans ce milieu, il y a tellement de trucs différents, de situations différentes. Si je devais en citer 2 ou 3, il y aurait sûrement la première tournée aux USA que j'ai fait en 2013, je crois. Avec 2012, avec Svartkrant et Ulcerate, néo-zélandais. Ok. Et ouais, je crois que tu sais, quand tu, en tant que petit français, quand tu déboules à New York pour la première fois en tournée, t'as quand même un truc, quoi. Ce serait mentir de dire le contraire. Mais bien sûr. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre ? Il y a forcément les souvenirs des premières grandes scènes que tu fais, style le Hellfest ou le Grass Pop, des trucs un peu fat que t'as pas l'habitude de gérer. Et après, je crois que le truc qui m'a le plus touché, c'est de bosser en Islande l'an dernier, quoi, sur un festival. Pareil, c'est des destinations que t'as pas l'habitude de faire et c'est c'était un vrai, je sais pas, ça fait un truc, tu dis maintenant j'arrive à être appelé pour bosser en Islande avec un groupe avec qui je travaille depuis 12 ans, c'est un peu une consécration. Ouais, c'est ça. Ouais. Combien de fois t'as bossé au Hellfest ? 4 fois, 5 fois, 4 fois. Waouh, 4 fois, je crois. Ça doit être quand même assez fou de travailler dans une structure pareille. Je bosse pour des groupes en direct, hein, pas pour la logistique du fest. D'accord, ok. Après bon, ça reste un fest, donc c'est toujours impressionnant, mais surtout voilà, t'as tout le côté, c'est le fest de ton pays, quoi. T'as un peu, il y a un truc. Il y a pas rien en tout cas. Il y a toujours un truc, quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais me parler de ton pire souvenir de prestation ? Ouais, pareil, je pense qu'il y en a plusieurs aussi. En tournée, je pense que le pire souvenir que j'ai, mais moi, c'était une tournée en Europe en 2012, pareil, avec toujours avec Ulcerate et Svartkrant, mais en Europe cette fois, j'étais en quelques mois avant de faire celle aux US. Et ça a été extrêmement dur au niveau logistique, il faisait un froid, mais pas possible cette année-là, quoi. D'accord. Et ça a vraiment été le truc, les concerts se passaient bien, les salles aussi, mais le fait d'être dans une tournée un peu die-hard en van, avec tous les jours des températures à -20, les matos qui gelaient dans le trailer, il fallait tous les soirs recharger le matos dans les chambres d'hôtel, le décharger le matin, le décharger à la salle, le recharger dans le trailer, c'est plus ce côté qui était épuisant. Ouais, ok. Et ensuite, dans l'événementiel, tout est toujours relativement compliqué. Mais évidemment, le pire, ça a été l'attentat de Nice, où je travaillais sur une scène. Ok. La scène où le camion s'est arrêté, et forcément, ça n'a rien à voir avec du coup le métier en lui-même, mais ça reste un souvenir un peu tout pourri, quoi. Bien sûr. Alors moi, je pense que ça fait partie du métier, et c'est important d'en parler. Quel rôle tu avais ce jour-là, le 14 juillet ? J'étais assistant plateau, ou je crois que c'était ça, sur une des petites scènes il y avait une dizaine de scènes installées sur la promenade des Anglais, à 50-100 mètres d'intervalle.
Alors, juste, je fais une petite parenthèse pour rappeler à nos auditeurs. Le 14 juillet 2015, Ouais, ça doit être 2016 a eu lieu sur la promenade des Anglais un attentat au camion qui a chargé dans la foule. Beaucoup de nos collègues étaient présents. Ça a été quelque chose d'assez compliqué à gérer ensuite. Toi, par rapport à ça, aujourd'hui, comment tu te sens ? Est-ce que ça a changé ta façon de travailler ? Pas ma façon de travailler, mais ma façon d'aborder les lieux où je travaille, par contre. D'accord. Je crois qu'après le Bataclan et Nice, on a pris tous conscience, je pense, dans ce métier, où normalement on est là à faire plaisir à des gens et on ne se sent pas en danger. Moi, j'ai vraiment eu l'impression du coup de faire partie d'un métier qui pouvait être ciblé par ce genre de truc. Bien sûr. Et forcément, tu travailles plus avec une sérénité comme j'avais avant. Je suis toujours des gens dans une salle, il faut que je check où sont les issues de secours, est-ce qu'il y a moyen de se cacher. J'ai toujours, pendant 1 an ou 2, dès qu'il y avait une acclamation ou un truc ou un petit bruit bizarre, j'étais en mode en panique et il fallait, voilà. Donc t'es beaucoup plus aux aguets et en stress. Ok, d'accord. Ok. On va partir sur un sujet un petit peu plus léger cette fois-ci. Hein. On souffle un coup. En tout cas, merci beaucoup de me parler de ça parce que c'est vrai que c'était pas évident d'en parler et je suis très contente que tu aies voulu aborder ce sujet parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler en fait dans nos métiers. C'est qu'à partir du moment où on est amené à être face à la foule, on est forcément amené à être face au risque. Face à un risque, même on le voit de manière différente aujourd'hui, avec beaucoup moins de risques de violence, mais qu'on voit, par exemple avec le Covid à l'heure actuelle, notre clairement. métier a des premiers impactés aussi, vu qu'on est, on est amené à bosser avec une foule. Quoi, donc, Alors ça, c'est un petit peu la question qui va revenir un peu plus tard. J'ai posé la même question à l'épisode d'avant à Sébastien Guichard, aka La Fraise, en lui demandant qu'est-ce qu'il pensait de ce qui s'était passé. On y reviendra ensuite. Yes. Alors, dis-moi un petit peu, s'il ne devait te rester qu'un seul micro pour le live, lequel tu choisirais ? Forcément, la réponse est impactée par le style que tu fais. On me l'a pas faite encore celle-là. Vas-y, dis-moi. Étant donné que je bosse principalement, on va dire, en tournée dans tout ce qui tourne autour du métal, j'aurais pas la même décision qu'un mec qui fait du classique ou du jazz, quoi. C'est certain. Okay. Mais pour ma part, oui, dans ce que je fais, dans l'optique de la musique avec laquelle je travaille, le SM57 directement. Oh là là, mais quelle star. Ok, d'accord, ok. Solide, pas cher. Voilà, tu en oui, le couteau suisse. Voilà. Ok. Et si c'était pour faire un enregistrement, disons, en studio ? J'en fais pas. C'est la bonne réponse. Alors, dis-moi, si je devais te demander de me monter un kit batterie, c'est la nouvelle question du podcast. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, qu'est-ce que tu choisirais comme kit batterie ? Qu'est-ce que tu recommanderais ? Alors, on part sur un micro, on part sur une batterie traditionnelle, c'est-à-dire kick, on va dire 3 tomes, une snare, des overheads, un charlet. Le kit que j'utilise absolument tout le temps, il est pas très original parce que j'aime bien les trucs pas chers et qui sont solides. Bien sûr. Je suis toujours dans l'optique que tu es en tournée, que tu prends des risques avec ton matériel, parce que souvent c'est le tien. Et j'ai un ingé son qui m'a dit un jour, vaut mieux péter un truc Behringer pas cher, pouvoir se leur payer directement que... Voilà. Il a entièrement raison. Tu veux garder sous l'anonymat, ce sont dit ? Oui, non, c'est faux. Okay. Il avait raison. À l'époque, il tournait avec ses racks, ses vieux Eurodesque et compagnie. C'était un peu bizarre de voir ça. Et quand je lui ai demandé, il me fait tu vois, ça, si je le fais tomber dans l'escalier, en 2 jours, je me le remplace. Quoi. Tandis que si j'avais la même chose chez API ou ce que tu veux, il me faudrait 4 mois ou 8 mois. Bien sûr. Voilà. Et il me dit, on fait du death metal, honnêtement, ça marche. Okay. Il avait assez raison. Donc, qu'est-ce que je prendrais en micro ? Généralement, j'aime beaucoup le D6 pour la grosse caisse. Encore une fois, on est dans une optique où on fait du métal, du rock et tout ça. Oui, bien sûr. Oui. C'était Chris Edrich. Chris Edrich qui m'avait dit, lui, il fait pas son live s'il a pas son D6. Est-ce que tu comprends un petit peu ? Carrément. Je l'aime beaucoup ce micro. Il est déjà bien taillé pour faire pour avoir ce qu'on veut en fait dans une grosse caisse. D'accord. Généralement, je mets pas de kick-in parce que j'ai un trigger. Ok. Donc il y a toujours un mec qui a un son trigger derrière. Caisse claire, j'aime bien le 57 en top. Ok. Et généralement, je mets un 604 ou un 904 en bottom. Ok. Pareil pour les tomes, j'ai le 604. C'est pas cher, solide. Basique.
Voilà, en fait, voilà, je cherche pas le truc original. Moi, c'est plutôt un truc qui marche, en fait, et qui prennent pas de place, solide et qui est indestructible. Et après, au niveau des overs, je reste du très classique SM80. Ok. Ça fonctionne très bien. Ok. Voilà, et si on te disait, par exemple, tu as accès à tous les micros que tu veux, sans exception, sans limite de prix, sans rien, quel micro tu prendrais? Un seul, t'as le droit à un seul micro. C'est des questions pièges, ça. Hein. Ouais, non, en fait, je sais même pas parce que j'ai jamais été habitué à bosser avec des micros chers. Donc, d'accord, ok. Moi, je viens d'un milieu où j'ai jamais eu de location de matos, où tous les groupes étaient en budget ultra restreint, donc j'ai pas l'habitude de bosser avec des gros micros, ça me convient pas. D'accord. Donc non, bah pareil, je choisirais un 57. Mais j'en prendrais 12. Très bon choix. Non, ok. Est-ce que tu peux me parler de la première console que tu as touchée? Genre, quelle a été la première console avec laquelle tu as fait tes armes, en fait? Ah, fait mes armes? Ouais. Je sais pas, alors pareil, même problème qu'avec les micros. En fait, j'ai passé les 3/4 de mon temps en tournée à subir les consoles qu'il y avait dans les salles. D'accord. Et encore une fois, moi, j'ai commencé dans des conditions assez die-hard, quoi. J'ai fait des salles toutes pourries, des trucs assez improbables avec le chanteur qui chantait sur une DJM 900 de DJ, ce qui n'est pas assez de place sur la seule console qui avait deux pistes. Donc, je crois que la première console que j'ai dans les mains, c'est une Soundcraft analogique d'accord, de fin 90, quoi, mais rien de foufou ni de très. Une Xenix, un truc avec 4 pistes. Ouais, sûrement, je sais plus. Je t'avoue que ça remonte à longtemps maintenant. Ok. Et après, par contre, je pense que dans les consoles modernes, celle que j'ai le plus eue, sans doute la CL5. D'accord. Alors, t'as pris de l'avance là. Hein. Ah. Parce que normalement, la question que je te pose ensuite, c'est quelle est ta console de croisière? C'est avec laquelle tu as le plus travaillé, avec laquelle tu as le plus d'affection. C'est pas obligé d'être un choix logique. Je te demande pas d'être logique ou autre. Je te demande juste de me raconter quelle console tu as passé avec laquelle tu as passé le plus de temps, avec laquelle tu as le plus développé. J'ai pas qu'une seule réponse avec ça, parce que, encore une fois, j'ai pas mes consoles à chaque fois ou quoi. On va dire la CL5 est certainement la console que j'ai le plus utilisée, parce que beaucoup de salles l'avaient. Bien sûr. Et que c'est une console qui est ultra facile d'utilisation, qui est confort, et que tout le monde connaît, donc c'est très bien d'avoir ça. Après, dans les consoles que j'utilise le plus, on va dire, par moi-même, ça va être les M32X32 Behringer Midas, parce qu'elles sont pas chères. Et que voilà, je la connais très bien, c'est le genre de console que j'utilise souvent. Je demande ça en fait quand il n'y a pas le budget pour avoir des gros trucs, ou même, moi j'en ai une personnellement. D'accord. Et ça me pour ce que je fais, ça va très bien. D'accord. Et après, dans les consoles que j'aimerais avoir, on va dire, qu'est-ce qu'il y a? J'aime beaucoup les D-Live. Elles sont super bien, elles sont très pratiques. C'est pas des petits formats par contre. Non, ça c'est la des gros plupart formats. Du temps. Ouais, dans les gros formats, je pense que c'est les consoles que j'aime bien, quoi. Ok. On pourrait dire que c'est ta console du moment? Elle est un peu passée maintenant, mais ouais, on va dire, si on a choisi une pour oui, tournée, je prendrais celle-là. On te dit t'as pas de budget, tu choisis ce que tu veux. Quand j'ai un budget, justement, mais ouais, je prendrais celle-là des live. Ok. Ouais. Donc là, on peut considérer que c'est la console qui te hype le plus en ce moment. On va partir sur une D-Live. On va partir pour ça, ouais. D'accord. Je suis pas trop un nerd des consoles, non. Enfin, je crois que je suis pas trop un nerd à ce niveau-là. Donc, Ok. Mais ça, c'est bien, en fait, parce qu'au final, c'est vrai qu'il y a de tout dans ce métier. On croise des gens qui sont des vrais nerdy, qui vont s'extasier à toutes les dernières sorties. Et puis, en fait, après, t'as les forces tranquilles qui sont très heureux de ce qu'il y a déjà sur le marché. Moi surtout je veux des trucs qui fonctionnent bien, qui soient logiques d'utilisation. Oui, bien sûr. Donc, puis, par exemple, on prend l'exemple de Digico, qui sont des consoles incroyables. Très bon exemple. Autant si j'avais la mienne en tournée, ça serait. Il y a des trucs fantastiques à faire, mais j'aime pas ces consoles parce qu'en tournée, quand on t'accueille dessus, t'as pas le temps de faire ce que tu veux, tellement c'est compliqué, quoi. Oui. Et à moins de les connaître par cœur, tu perds du temps. Donc non, pour moi, c'est pas des consoles sur lesquelles j'aime travailler. Ça résonne ce que tu me dis, parce que au final, dans les invités que j'ai eu avant, j'ai eu le même discours. J'ai entendu la même chose en disant Digico c'est bien, mais en fait c'est bien quand c'est à toi. Quand c'est à toi, c'est génial. Voilà, quand c'est pas à toi, c'est plus compliqué. Non, c'est clair. Ouais, voilà, sans budget, une D-Live, avec budget, moi c'est une petite M32, ça me va très très bien. Donc, ok, voilà. Génial. Est-ce que tu pourrais me parler un tout petit peu de comment tu vois l'évolution du son? L'évolution du son. Les métiers du son. Ah. Imaginons si je te dis dans 20 ans,
comment tu peux imaginer les métiers du son? Ah, c'est un peu bizarre en fait. Je sais pas trop en fait, j'ai l'impression d'assister à beaucoup de trucs différents en ce moment. Si je prends mon cas, moi j'ai toujours voulu connaître un maximum de choses autour du son. C'est pour ça que j'aime bien avoir des connaissances un peu en calage système, en diffusion, tout ça, en mixage derrière. Mais selon les métiers que je fais, les gens s'en foutent. Enfin, ça rentre pas dans le truc. Ouais. J'ai l'impression que il y a 10-20 ans, les gens savaient un peu tout faire. Maintenant, c'est un peu de moins en moins. Ça se respécialise, ce qui est un peu bizarre. C'est l'impression que j'ai vraiment après. Peut-être que je me gourre complètement. Donc je pense que de toute façon, là, le futur, les jeunes qui vont arriver seront de plus en plus calés en matériel, seront de plus en plus nerds dans le bon sens du terme. Hein. Bien sûr. Après, ça reste... Je sais pas, c'est un peu... Ouais. Le métier en lui-même, il changera pas des masses. C'est la manière de l'aborder qui va changer. D'accord. Ok. Par rapport aux événements derniers, il nous est arrivé quand même quelque chose d'incroyable, une pandémie mondiale. On s'attendait à tout, sauf à ça. Surprise du chef. C'est clair. Et toi, par exemple, comment tu as vécu tout ça? Comment tu as appréhendé tout ça? Est-ce que tu peux me raconter comment, pour toi, ça s'est passé, l'arrivée du Covid en France? Bah, c'est passé, on était en tournée, quoi, donc ça a été retour à la case maison. D'accord, tu étais en tournée avec qui? Avec Svartkrone et Ghost, Ghost les Américains. D'accord, oui, pas Ghost. Non, oui. malheureusement, non. Je suis pas encore là. Ok. Ouais, bah c'est passé qu'on était à Paris et dès le lendemain, ça a commencé à avoir annulation des dates de partout. On a dû rentrer précipitamment dans le 06. Ouais. Et le mardi, je crois qu'on est rentré le vendredi soir et le mardi on était confinés, donc ça allait méga vite. En fait, on n'a pas vraiment le temps de se rendre compte de ce qui arrivait. Tu t'attendais à ça quand t'étais en tournée? Est-ce que tu te disais ça ne nous touchera pas? Si, parce que ça nous a forcément touché, vu que nous on était, je te dis, en plein milieu, on nous parlait de temps de mort en Italie, on a dû traverser l'Italie pour y aller, donc on a pensé à ça tout le long de notre tournée. Ah la vache. Ça a été un truc prédominant. On a eu des cas de maladies autour de nous, tout ça, donc ça a été, c'était ancré dans la tournée en fait. Hein. Ok. Mais de là qu'il y a le lockdown derrière, absolu, puis, ça qui a fait un peu bizarre en fait. Un lockdown de 2 mois. De 2 mois, mais qui au final, avec du recul, a fait du bien. Enfin, okay. Pour ma part en tout cas, c'était mes premiers 2 mois de vacances de ma vie, j'ai l'impression. C'est vrai. Le téléphone ne sonne pas, tout ça. C'était plutôt pas mal. Et c'est vrai que quand on y pense, on a été les premiers à être mis au chômage et on va être les derniers à reprendre. On reprend tout doucement. On bosse dans la culture, c'est normal après. Hein, donc là, pour resituer, on est le 4 août 2020 et ça commence tout juste à reprendre. Ouais, et encore, la manière dont ça reprend, là j'ai fait 1 ou 2 plans à droite à gauche. Oui, ça reprend, mais c'est loin d'être, on est loin d'être sorti du truc. Ouais. Ça, c'est... je sais pas comment ça s'est passé pour toi. Moi, c'est vrai que j'ai eu des plans qui sont tombés et qu'on m'a annulés dans les 48 heures. J'ai un plan qu'on m'a annulé le lendemain. Et là, surtout, nous, la plus grosse inquiétude, parce que les plans au jour le jour, ma foi, des fois ils sont là, des fois ils sont pas là, mais le gros souci qu'on a maintenant, c'est tous les plans qui ont été reportés à l'année prochaine. Donc moi j'ai une tournée de 30 jours avec Athéiste là, qui est censée repartir, qui était censée repartir en septembre mais qui a été redécalée mars-avril. On a avec Svartkrone une bonne 20-30 de dates qui ont été reprogrammées, mais pareil, est-ce que ça va se faire derrière? Voilà, c'est un peu le flou absolu par rapport à ça. Et c'est un peu ça qui est dur à gérer, quoi. Ça impacte tout le monde, c'est pas que les artistes ou techniques, hein, toute la chaîne de production qui va avec. Qui doivent un peu se manger les doigts, là, se dire attends, on reprogramme des trucs, on sait pas si ça va se faire non plus. Donc en fait, ça amène beaucoup d'énergie pour refaire des choses et on ne sait pas si ça va se faire derrière, c'est compliqué. Je crois savoir que Svartkrone se produit la semaine prochaine en direct sur Instagram. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors en fait, c'est le Metal Alliance, je crois que ça s'appelle. Ok. Tu peux nous parler un petit peu de ce que ça représente, le Metal Alliance? D'après ce que j'ai compris, c'est une alliance entre plusieurs festivals européens. Donc il y a le Motocultor, le Summer Breeze, le Partisan, il me semble, et d'autres, le Metal Day sûrement, le Brutal Assault. Et en gros, le Motocultor nous allait sélectionner avec Svartkrone ainsi que Massisteria pour tourner un live sans public évidemment, quoi. D'accord. Et ils diffuseront ça, donc il y a un pass
à acheter de 6€, c'est pas cher, quoi, et ça sera diffusé le week-end prochain. D'accord, ok, donc le week-end du... Je crois que c'est le 6 août. Ouais, entre le 6 et le 9, un truc comme ça sur 3 jours. Quoi. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Voilà. On travaille pas en ce moment, donc je sais pas. Et ouais, mais ça c'est intéressant que tu me parles de ça, parce qu'en plus, du coup, nous, ça nous a un peu remis le pied à l'étrier pour travailler. Et on a pu tester de nouveaux trucs techniquement que ce groupe, voilà. Donc c'est... Ouais. D'accord. Donc on a fait ce live qui sera mixé par Mr. Jimbo. Ok. Que certains d'entre vous connaissent. Qui est un collègue de travail de notre première invité. Vu que je fais pas du tout de studio, voilà, c'est lui qui se charge du mix. On a bossé ensemble toute la capta. C'est un peu la fusion comme dans Dragon Ball Z pour arriver au truc le mieux. Vu que c'est un très bon poteau, ça fait grave plaisir de bosser ensemble. D'accord, super. Ok. Je crois savoir que tu as plusieurs casquettes dans le métier. Parce que, alors, je suis très contente d'ailleurs de te recevoir par rapport à ça, parce que, en fait, tu fais notamment de la technique live, mais tu as aussi la casquette de tour manager. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Ouais, bien sûr, ça commence, c'est un truc que j'ai commencé à faire il y a 1 an ou 2 ans. Ok. C'est parti d'un constat assez bateau en fait, c'est que je m'emmerde un peu en tournée des fois. C'est vrai. Ok. Une fois que tu arrives sur la salle, tu as fait tes balances, tu fous jusqu'à 22h. Donc, j'ai commencé à faire du merch pour m'occuper, et puis là je me dis que tour manager ça peut être vraiment cool parce que du coup t'es un peu plus étonnant les aboutissants de ce qu'il y a autour. Et ouais, ça me plaît pas mal. Et du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu des handicaps que ça peut représenter d'être ton manager ? Parce que c'est vrai que sur le papier, on s'imagine que ton manager, c'est celui qui arrive et qui dit « Il n'y a pas de peanut butter en backstage ?» Est-ce que tu peux développer un petit peu ? Parce que c'est quoi les handicaps ? Déjà, ce qui change par rapport au métier d'ingé son, c'est la préparation en amont, qui prend 40 fois plus de temps. C'est-à-dire ? Faut gérer déjà la logistique de la tournée, quoi, généralement. Sans les hôtels, les machins... savoir par rapport au budget, tout ce qui se passe, gérer les visas des personnes, Oh là là. Ça sur la dernière tournée, j'ai eu de la chance, c'est la boîte de booking qui l'a fait, mais ça rentre en compte aussi des fois. Et après, une fois sur place, s'assurer que tout ce qu'on a préparé en amont fonctionne. Ok. C'est vrai que quand on parle du métier de ton manager, on s'imagine que ton manager c'est juste celui qui râle quand il n'y a pas un truc dans le catering. Mais en fait, pas du tout. Mais le catering a été préparé en amont en fait. Oui. Donc il y a eu un mot pour préparer ça en amont. En réalité, il y a tout, savoir à quelle heure les balances, enfin à quelle heure le get-in, il y a la logistique, à quelle heure les balances. Exactement, le schedule de la journée qui est important à gérer. Et après, il y a tous les petits trucs par rapport aux artistes aussi. Et comment tu fais toi pour jongler en fait entre ton métier de technicien du son en tournée, live, et tour manager, parce que c'est quand même 2 postes très importants dans une tournée. Encore une fois, ça dépend des tournées, tu vois. Ouais. Je veux dire, quand j'ai bossé à l'époque avec des boîtes comme Massive Music et tout ça, il est clair et net que je pouvais pas trop faire les deux. Sur les grosses tonnes en tourbus. Mais là, dans les tournées en van, en fait, étant donné que tu fais déjà un peu tout de base, tu drives, tu choisis toi-même les départs, pour moi ça s'inclut naturellement dans ton rôle. D'accord, ouais. Moi j'aime bien que les choses soient carrées, un peu nettes quand on tournait, et j'ai l'habitude de tourner avec des gens qui aiment, on va dire, bien faire la fête, qui sont un peu dissipés au niveau de la logistique, disons ça quoi. Oui, disons ça. Et en fait ça vient un peu naturellement de te dire, bon bah voilà, il y en a pas un il n'y en a pas un qui a envie de gérer le truc, je préfère le faire moi, ça me dérange pas, et c'est super intéressant au final. Donc, en fait, c'est venu plutôt naturellement au final. Ouais. C'est vraiment le côté, une fois que la balance est terminée et que le show est fait, il reste quand même beaucoup de temps dans une journée, tu vois. Est-ce que tu as déjà eu des artistes plus compliqués que d'autres à gérer ? En tour manager Ne me donne pas de nom. Ouais, forcément, oui, il y a de ça. Là, on rentre un peu dans l'humain, quoi, forcément, quand tu bosses avec des gens. Et là, autant quand t'es ingé son, à part t'as quelqu'un qui a pris ce niveau du son, mais ça va, t'arrives à les gérer. Là, en ton manager, c'est un peu différent. Donc, oui, il y a tout. Il y a des amours, il y a des cons. Bien sûr. Mais au final, que tu sois technicien ou ton manager, c'est toujours pareil. Tu vas arriver dans des salles où tu vas avoir des affinités avec certaines personnes. J'imagine qu'avec les artistes, c'est pareil, malheureusement. Sauf que les artistes, tu dois les prendre pendant 20 tournées, 20 dates, quoi. Voilà, pas mal de dates. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à donner ?
Par rapport à ce métier en général, qu'est-ce que je pourrais conclure sur le fait que faut jamais oublier qu'on bosse avec des artistes ensemble, pas pour ni c'est juste on bosse ensemble. Et on a toujours tendance, très souvent en tout cas, au niveau des métiers du son, à faire l'honneur de trouver des machins, des techniques, des bidouilles. Il faut jamais oublier que on est dépendant d'un artiste, de ce qu'il nous propose, donc il faut être pédagogique aussi avec, toujours à l'écoute de ce qu'il veut. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des beaux projets dans le spectacle. On peut pas travailler l'un contre l'autre. Oui. Alors moi je vais juste te poser une question, c'est compliqué des fois quand même d'expliquer à un artiste qu'en fait son choix artistique n'est pas viable. Je pense que c'est autant difficile d'expliquer à un artiste son choix n'est pas viable que d'expliquer à un ingé son qui comprend pas ce que veut l'artiste. Très bonne réponse. C'est quand t'as deux têtes de buse face à l'une à l'autre, ça ne marche pas. Donc on va toujours être à l'écoute des gens qui sont sur le plateau et qu'eux comprennent les tenants aboutissants techniques des gens qui les entourent, pardon. Oui. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des belles choses, quoi. C'est un petit peu le nerf de la guerre. Le problème, c'est que dans nos métiers, dis-moi ce que t'en penses, dans nos métiers, on oscille toujours entre le côté artistique et technique. Et des fois, c'est compliqué d'expliquer à un artiste que techniquement, ce qu'il demande, ça va pas rendre beau, même sur un live, par exemple. Tout comme c'est compliqué aussi de dire que artistiquement, un choix que tu vas faire va le servir et pas le desservir. Après, la différence qu'il y a entre justement, c'est là qu'il y a une différence entre le live et la production musicale. C'est que l'artiste qui veut faire un truc en live, généralement il a déjà fait sur un album. C'est rare qu'il se dise je pète un câble, je rajoute un truc, à part quelques excentriques qui font des guests un peu chelous, quoi. Mais donc en général il a déjà expérimenté ça en live et ça fonctionne. Donc c'est à toi de trouver des solutions, je pense aussi, pour faire en sorte que ce qu'il veut retransmettre fonctionne. C'est à toi en tant que technicien de trouver les parades à ça, quoi. Cependant, c'est pas toujours évident de rajouter, de trouver ce qui a été fait en studio, de le retranscrire sur scène, c'est pas toujours possible et pas toujours évident. Il y a rien d'évident. Et voilà, encore une fois, il faut discuter, il faut échanger normalement là-dessus, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ok. Parce que se retrouver avec des mêmes setups tous les jours, avec une batterie en 12, une basse en 2, deux guitares en 4, on sait tous ça fonctionne, mais il est où le danger, quoi. Et du coup, la solution, c'est peut-être la résidence aussi. Ouais, aussi, évidemment, c'est partie du boulot c'est comme une troupe de théâtre, elle a besoin de répéter, elle a besoin de se sentir à l'aise avec tous les différents techniciens. C'est pareil pour le live musical, on a besoin de ça, c'est notre manière de créer notre show, quoi, donc. D'ailleurs, je sais que de source sûre, t'as quand même eu pas mal de fois l'occasion de faire des résidences. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, c'est la première fois qu'on aborde ce sujet en fait. Bien sûr. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs ce que c'est qu'une résidence ? La résidence, c'est le moment où tu vas créer ton show. C'est-à-dire où généralement, alors moi j'aime bien les diviser en 3-4 parties, on va dire. La première, ça va être l'installation, donc backline, une première balance pour que ça sonne et que les musiciens soient confort au niveau de leur retour ou leur monitor ou ce que tu veux. Après, généralement, il y a une phase de purement artistique, on va dire, où ils vont bosser l'enchaînement des morceaux, les sets, qui généralement rentrent en compte aussi avec la lumière pour faire les tableaux visuels à ce moment-là. Ok. Et ensuite, moi j'aime bien retourner sur la phase mix. Il faut des bonnes conditions. J'aime bien réécouter, j'enregistre généralement multi-pistes les résidences et on réécoute ça avec le directeur artistique du groupe, on va dire, et trouver des petits trucs de mix à faire en plus, envoyer tels effets à tel moment. Oui. Il y a toute une petite partie artistique de mixage vraiment qui est assez importante à faire. Ok. Et c'est très important. Et souvent, en plus, là, je me rends compte depuis 4-5 ans que c'est souvent l'occasion de mettre en œuvre des nouveaux trucs techniques. Par exemple, pour Svartkrone, on a quasiment abandonné les micros sur les guitares pour passer sur du two-note, simulation d'ampli. Donc c'est pareil, c'est longtemps qu'on voulait aller dans ce sens-là, mais le fait d'avoir des grosses, on a permis un peu des vraies résidences, de travailler un peu tout ça. Là, avec le truc confinement, pareil, le live qu'on a fait pour le Metal Alliance, on a pu avoir une résidence, on a permis d'enfin essayer l'Ear Monitor pour de vrai, avec du vrai bon matos, avoir du temps pour le faire, et du coup ça change un peu la donne par rapport à ce qui va se passer. Donc c'est ça qui est intéressant dans la résidence aussi, quoi. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble plusieurs fois, maintenant ça commence à faire quelques fois, et tu fais ce choix de doubler tes pistes, de tes pistes guitare. Est-ce que tu peux me parler un petit peu ?
Ah, ça. oui, pas après. En fait, c'est un choix. Alors, j'explique pour nos éditeurs. C'est un choix qui est assez rare de rencontrer, mais que moi, tu m'as impressionné en faisant ça, vraiment, en me disant, je vais doubler mes pistes guitare, là où normalement on fait ça avec la basse, en te disant, bon bah voilà, je vais utiliser. C'est quoi, c'était Two Notes que tu utilises ? Ouais, c'est les capteurs et les KBM maintenant. Ouais, c'est les. Ok. En fait, c'est parti plus de contraintes. Enfin, c'est pas vraiment de doubler les guitares, c'est parti de contraintes techniques un peu bizarres que les groupes de pouilleux. En fait. En fait, on a tourné dans des conditions tellement compliquées des fois avec ce groupe qu'on pouvait même pas amener nos câbles sur scène. Donc on tournait avec le minimum pour avoir un minimum de place dans les vannes ou dans les avions. Et en fait, j'ai commencé à remplacer les micros petit à petit pour ces contraintes-là. D'accord, ok. C'est pas vraiment pour un choix parce que c'est meilleur ou quoi, mais c'était pour moi beaucoup plus pratique. Bien sûr, mais du coup, tu t'es familiarisé avec ça au fur et à mesure. Et moi aujourd'hui, je considère ça comme presque une de tes signatures. Ouais, je sais pas trop. C'est une des manières que j'ai de bosser, quoi. D'accord, après, super. Ouais, je sais pas si c'est une signature. En fait, c'est tellement rare que moi je pense ça comme une signature et je trouve ça super intéressant parce que je t'ai vu à l'action. Ouais. Je vais te dire, comme j'ai dit à Chris Edrich, j'ai toujours un petit œil par-dessus la régie et je t'ai vu à l'action. Et c'est un parti pris que tu fais de mélanger le micro et entre guillemets la DI. Ouais, mais qui marche sur les guitares alors qu'on s'y attend pas du tout. Sur la guitare, c'est pas du tout traditionnel. Non, c'est vrai que ça arrive assez tard en fait. En tout cas, moi, c'est des techniques que j'ai. Je commence à m'intéresser à ça il y a 6 ans, on va dire, 6-7 ans. Et c'est devenu en fait une logique à la base. Pour être tout à fait exact, c'est venu parce que c'était très compliqué de restituer dans les retours de certains musiciens un son de guitare propre et cohérent tous les soirs. Bien sûr. Parce qu'encore une fois, j'avais pas les câbles que je voulais tous les soirs, j'avais pas les micros que je demandais tous les soirs. Ouais. Et la base de travail, c'était ça, pour histoire que JB de Zartron, le guitariste-chanteur, ait un son qui soit le même tous les soirs. Oui. Et après, j'ai développé mon travail par rapport à ça, et depuis, j'aime beaucoup mixer les deux. Quoi. T'as une petite référence à nous recommander ? Two Notes, évidemment, quoi. les poteaux français, quoi. Guillaume, elle est pour toi, celle-là. Tu peux nous parler un petit peu de Two Notes rapidement ? C'est une boîte qui est dans le sud de la France, vers Montpellier, et donc qui sont spécialisés dans les IR de cabinet, guitare ou basse. D'accord, super. Voilà, et donc ils font des produits que j'aime beaucoup et avec qui je travaille maintenant depuis Ici, quelques années. Ici, on n'est pas avare et encore moins des créateurs. Voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font et en plus c'est une équipe super sympathique. Donc... Super, génial. Si tu devais donner un conseil aux jeunes qui arrivent dans le métier. Je me sens très concernée, je vais boire toutes tes paroles. Non, c'est très simple. Il faut être ultra ouvert d'esprit, se rendre compte que tu as toujours tort, que tu as toujours à apprendre. En fait, c'est vraiment ça. Le problème quand tu rentres dans ce travail, c'est que tu acquiers très vite une confiance en toi. D'accord. Et tu te rends compte très vite que tu fais de la merde. Mais le laps de temps où tu te rends compte, il peut être catastrophique. Donc faut pas hésiter à toujours se remettre en question. Enfin, c'est un boulot qui s'est remis en question perpétuelle. On ne peut pas dire que d'être un bon ingé son au bout de 40 ans. Parce que tu as toujours à apprendre, tu as toujours à t'améliorer sur des trucs. En plus, tu as des nouvelles technologies qui sortent assez régulièrement. Aujourd'hui, par exemple, quand t'es mixeur, ça va encore, c'est pas trop... à part des nouvelles consoles et quelques nouveaux artefacts, mettre des cartes en plus, des plugins. Mais si tu veux t'intéresser vraiment à la globalité, maintenant il y a le réseau qui rend vachement compte. C'est vrai. Donc il faut être ultra ouvert, ultra humble par rapport à ce que tu fais. Et toujours se dire que le but du jeu, c'est toujours faire le mieux que tu puisses avec ce que tu as. J'adore. Est-ce que tu pourrais me donner un petit mot de conclusion ? Quelque chose que tu aimerais ajouter peut-être ? Mot de conclusion, non, faut que ça reste un métier passion, même s'il est méga prise de tête et qu'il y a toujours beaucoup d'incertitudes. Tout le monde y a sa place à partir du moment où, encore une fois, il faut rester humble et être vraiment ouvert surtout, et ne pas hésiter à s'intéresser à beaucoup d'autres choses qui entourent les métiers dans le métier du son, il y a beaucoup de trucs. Donc c'est très bien, par exemple, d'avoir des notions en système quand tu mixes, parce que du coup tu comprends pourquoi ton mix marche pas des fois, ou l'inverse.
Voilà, donc il faut vraiment un peu toucher à tout avant de trouver ce qui te plaît vraiment, parce qu'après, par contre, c'est tellement spécialisé qu'il faut y mettre énormément de temps pour arriver. C'est bien d'avoir des bases de partout et ensuite te spécialiser dans quelque chose. Ouais, ou dans avant tout, si t'as le temps, si t'es doué, tu peux aussi. Voilà, chacun est différent. Il y a des gens qui apprennent très vite, d'autres très lentement, mais en tout cas, je pense qu'il faut une base totale du truc, parce que je vois beaucoup de gens qui arrivent, qui savent un peu mixer en live, mais derrière. Ils sont en panique dès que tu les mets sur un gros système, ils n'ont jamais fait ça. Ou l'inverse aussi est possible. Mettons, tout est lié à ce niveau-là. Ouais. Des gens qui sont peut-être plus à l'aise en technique et qui vont croire qu'ils vont arriver dans le mixage comme ça. Ouais, après le mixage, c'est le seul truc qui reste un peu artistique dans ce métier maintenant, quoi. Dans le live, je parle un peu de la production. Où vraiment les artistes appellent parce que tu bosses d'une manière qui leur plaît, quoi. Mais il faut prendre en compte tout l'aspect technique qu'il y a derrière, un peu. Voilà. Donc, c'est clair. Mais toujours réfléchir et avoir du second degré sur ce que tu fais. Très important, hein. Ne pas trop se prendre au sérieux. Non, c'est quelque chose qui revient assez souvent quand même dans tous les gens que j'ai la chance d'interviewer. C'est ce qui revient tout le temps. C'est sois humble, te prends pas trop au sérieux. C'est comme ça que tu grandiras. Exactement. Ça, on apprend que par des claques. Donc, on peut dire que c'est le mot de la fin du coup. Autant qu'on soit pas trop forte. Merci beaucoup Trif. Mais de rien. Je te remercie vraiment et puis on se croise demain en fait. Ok. Santé aux drinkers. Et puis... Je vais le laisser ça, tu sais. Merci beaucoup. J'aimerais faire un remerciement tout spécial à Jean-Baptiste Co qui s'est exceptionnellement occupé du mixage et de l'édition de cet épisode 4, mais qui est aussi le papa de cette magnifique musique que vous pouvez entendre. Vous pourrez trouver toutes les actus des groupes pour lesquels Trif travaille sur leurs pages respectives sur Facebook, Instagram et sur Internet. Le monde du son étant un monde particulièrement en mouvement, j'aimerais pouvoir vous proposer des petites vidéos sous forme de pastilles de 10 minutes où je partirai à la rencontre des anciens invités. Ils partagent avec nous leur univers, leur lieu de travail ou, encore une fois, leurs connaissances. N'hésitez pas à venir dans les messages de la page du Talkback ou dans les commentaires pour me faire part de vos impressions. Comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast ou même partagez-le sur les réseaux. High five aux 13% et à la prochaine! Depuis le mois de février 2020, le monde est pris dans une pandémie mondiale qui impacte de façon inédite notre quotidien et en ce qui nous concerne, le monde de la culture. Il est important plus que jamais de soutenir vos artistes et vos lieux culturels favoris. Un spectacle vivant assis n'en reste pas moins un spectacle vivant qui fait vivre et travailler des dizaines et des centaines d'acteurs des métiers de l'événementiel. N'oubliez pas, plus que jamais, votre soutien est primordial.